En France, on peut se retrouver dans le viseur des autorités alors qu'on est un simple manifestant pacifique. On peut être arrêté injustement, on peut être jugé injustement. C'est en tout cas ce que montre le dernier documentaire d'Amnesty International qui vient tout juste de sortir et qui a été réalisé par Nicolas Thomas et Arnaud Constant. Ça s'appelle Présumé coupable. Et pour en discuter aujourd'hui de ces arrestations arbitraires et de la judiciarisation du maintien de l'ordre, j'accueille l'un des co-réalisateurs du documentaire, Arnaud Constant. Bonjour. Bonjour. Et la chargée de plaidoyer d'Amnesty International, Anne-Sophie Saint-Père. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui. On parle beaucoup d'abus de la part de la police, mais peu de la part de la justice. Pourtant, de nombreux Français sont victimes de ce que vous appelez la judiciarisation du maintien de l'ordre. En tout, pendant le mouvement des Gilets jaunes, on estime que ce sont 40 000 personnes qui auraient été abusivement condamnées en France. Alors, avant d'en discuter en détail, on regarde la bande-annonce de votre documentaire Présumé coupable. 40 000 personnes abusivement condamnées en France lors de la crise des Gilets jaunes. C'est pas parce qu'une partie des manifestants commettent des violences que ça entrave le droit de manifester de tous les autres. Qu'on peut partir en garde à vue simplement pour s'être rendu à une manifestation. C'est la réalité de la garde à vue aujourd'hui. Ils ont fouillé dans les chambres, dans les tiroirs. C'est quoi, je suis pas un délinquant. J'admets pas qu'on me violente alors que je suis calme et pacifique. Il y a trop nombreux cas aujourd'hui de personnes qui n'avaient absolument commis aucun acte violent et qui malgré tout se retrouvent pris dans un étau judiciaire. Beaucoup d'affrontements et de tensions ici, place de la République, avec de nombreux blessés. J'ai rien du tout, je suis journaliste. On dit les gars, vous êtes en train de faire une bêtise. Je dis ouais, c'est ça, tu t'expliqueras avec le procureur. Ce délit, ce dispositif légal spécifique, est utilisé massivement pour limiter le droit de manifester. Alors déjà, bravo pour ce documentaire qui est vraiment édifiant. J'invite notre audience à aller le regarder. Il est disponible en accès libre sur votre site et également sur YouTube. On mettra le lien en description dans la vidéo. Avant tout, j'aimerais éclaircir ce terme de judiciarisation du maintien de l'ordre. Anne-Sophie Saint-Père, qu'est-ce que vous entendez par la judiciarisation du maintien de l'ordre ? Alors, la judiciarisation du maintien de l'ordre, c'est quelque chose qui apparaît très officiellement dans les stratégies de maintien de l'ordre en France, et c'est l'idée d'utiliser les instruments du droit pénal contre les manifestants. À l'origine, c'est présenté comme quelque chose qui vise à arrêter les casseurs ou les personnes qui commettraient des délits pendant les manifestations. Mais ensuite, on s'est penché sur quelles étaient les personnes qui finissaient en garde à vue ou poursuivies dans le cadre de cette judiciarisation de ces pratiques. Et on a constaté qu'en fait, il y avait des milliers de manifestants qui ne commettaient aucune violence, qui n'étaient pas des casseurs, qui se retrouvaient pris dans le système judiciaire, en garde à vue, puis éventuellement poursuivis, voire déférés devant des juges, alors qu'ils s'étaient contentés de descendre dans des manifestations. Et c'est quelque chose qu'on observe dans de nombreux pays. En Algérie, dans le cadre du mouvement du Irak, il y a de nombreux manifestants qui ont été emprisonnés. Dans de nombreux pays, on arrête les manifestants, mais c'est vrai que c'est très inquiétant que ça se passe également en France. Alors, vous parlez de l'Algérie, on a tendance à penser que l'Algérie est peut-être moins démocratique que la France aujourd'hui. En tout cas, c'est une idée qu'on peut avoir et c'est très étonnant quand on regarde ce documentaire de voir les atteintes au droit de manifester qui peuvent exister en France. Qu'est-ce qui se passe exactement pour ces personnes ? Parce qu'on est censé avoir un droit qui nous protège en France, on est censé avoir le droit de manifester librement. Pour quel motif est-ce qu'on va arrêter des manifestants pacifiques ? Alors, ce qui permet d'arrêter des manifestants pacifiques, c'est toute une série de lois dans le droit français qui sont rédigées de manière très vague ou très large et qui sanctionnent des comportements qui ne constituent pas des dégradations ou des violences contre les personnes. Donc, on a épinglé toutes ces législations dans un rapport qui est sorti l'année dernière qui s'appelle « Arrêter pour avoir manifesté ». Et il y a par exemple le délit de groupement en vue de la préparation de violence. Donc ça vise à arrêter des personnes. Alors ça avait été vendu à l'origine comme un délit pour lutter contre les violences de groupe dans les banlieues, mais ça a été très rapidement utilisé dans le contexte de manifestations pour arrêter des personnes avant qu'elles ne commettent des violences, donc sur la base de supposées préparations. Et en fait, on s'est rendu compte que des gens étaient arrêtés alors individuellement, il n'y a plus vraiment de groupe, et parce qu'elles possédaient des lunettes de piscine pour se protéger des gaz lacrymogènes, ou même sans objet matériel permettant de montrer qu'il y avait la moindre intention de commettre le moindre délit.
À côté de ça, il y a d'autres délits. Il y a le délit d'outrage, qui en droit français est extrêmement large, puisqu'il permet de sanctionner toute parole qui porterait atteinte à la dignité de l'institution. Mais en fait, on a des personnes qui ont été convoquées au commissariat ou poursuivies pour avoir créé des slogans ou pour des slogans sur des bannières. Et puis ensuite, il y a par exemple, je vais en donner un troisième, il y en a beaucoup, le délit de dissimulation de visage. Donc ça, c'est quelque chose qui est passé dans la loi anti-casseurs de 2019 et qui sanctionne le fait de se cacher le visage sans motif légitime dans une manifestation. C'est extrêmement large. En fait, on demande aux manifestants de montrer qu'il avait un motif légitime pour être masqué ou caché. Et en fait, il y a plein de raisons de se dissimuler le visage en manifestation, que ce soit pour se protéger des gaz lacrymogènes, parce qu'on va arborer le masque d'un homme politique qu'on souhaite dénoncer, ou simplement parce qu'on ne souhaite pas être reconnu si on est filmé. En tout cas, ces infractions et ces délits, aujourd'hui, font sujet d'abus de la part de la police qui accuse de toute évidence de manière injuste certains manifestants. Arnaud Constant, vous êtes allé sur le terrain, vous avez co-réalisé ce documentaire, je le rappelle, vous avez rencontré ces personnes qui ont été victimes d'arrestations arbitraires ou d'acharnements judiciaires. Quel est le profil, est-ce qu'il y a un profil type de ces manifestants qui se font arrêter? Est-ce que c'est complètement au hasard ou est-ce que c'est quand même des militants un peu récurrents dans les manifestations? Alors ceux qui vont donner leur parole, en tout cas, c'est, on va dire, des gens qui ont plutôt l'habitude d'aller militer, que ce soit Frédéric Villaume, qui est syndicaliste, Odile Morin, qui est très impliqué dans les conseils municipaux à Toulouse. Donc, on reviendra notamment sur ces deux cas dans cette émission. Et c'est vrai qu'ils ont l'habitude de parler, donc c'est pour ça qu'ils vont accepter de témoigner à la caméra, mais ils vont aussi parler pour toutes les personnes qui on va dire, qui ont abandonné ou qui ont eu peur des différentes procédures. Les gens que je vais rencontrer sont des gens qui sont marqués, qui ont été marqués par les procédures. Elles restent combatives, mais en tout cas, elles ont, on va dire, une trace est laissée dans leur parcours. Et c'est vrai qu'on peut le voir notamment avec Odile Morin, où on sent vraiment qu'elle a été attaquée sur, on va dire, pas dans sa chair, ce serait un peu trop fort, mais... Oui. On reviendra un petit peu plus sur son cas. Peut-être pour revenir sur les profils, dans le cadre de nos recherches, on avait fait des appels à témoins et donc on avait eu des dizaines de témoignages. Et effectivement, ce qu'on va retrouver dans le documentaire, c'est ceux qui vont être plus militants et donc avoir la volonté de parler. Publiquement, oui. Voilà, publiquement, face caméra, ce qui est un exercice qui peut être compliqué. Mais après, il n'y a pas vraiment de profil type dans les personnes qui peuvent se retrouver arrêtées. C'est-à-dire qu'on a des mineurs, des étudiants... des personnes qui travaillent, des intermittents du spectacle, des journalistes, des secouristes. Il y a des personnes, par exemple, qui n'ont jamais manifesté, qui se retrouvent arrêtées par la police. Alors, de mémoire, je ne sais pas si on a des cas de primo-manifestants, mais en tout cas, il y a des gens qui se retrouvent à la manifestation un peu par hasard. Et c'est bien là le problème, c'est-à-dire que, notamment, on avait fait une recherche sur une manifestation du 12 décembre contre la loi sécurité globale, et on voit très bien que les charges de police rentrent dans le cortège, prennent les gens un peu au hasard, et il y avait eu notamment, dans ce cadre-là, de nombreux mineurs qui s'étaient retrouvés en garde à vue, alors que ils étaient en train de danser avec leurs potes, ou voilà, ils étaient simplement dans le cortège pour dénoncer une loi à laquelle ils voulaient s'opposer. Vous le dites, vous avez lancé un appel à témoins, vous avez eu des dizaines de témoignages. Est-ce que c'est compliqué de convaincre les gens de parler publiquement? Est-ce que les personnes qui ont été victimes de ces abus-là ont peur? Alors nous, on arrive 1 an après la construction du rapport. Donc les gens, en fait, ont déjà témoigné pour le rapport et on va dire qu'on a une première accroche. On a fixé ces gens-là déjà et ils vont être, on va dire, en tant que réalisateur, on se déplace chez eux et ils sont déjà en confiance avec Amnesty International. Ça fait peur quand même de témoigner à visage découvert comme ça, d'expliquer à la vue de tous ce qu'on a vécu et de se positionner en tant que victime. Alors, ce qui fait encore plus peur, c'est de se retrouver, par exemple, comme le cas de Frédéric, qui est fonctionnaire dans la territoriale, il me semble, c'est de perdre son emploi parce que d'un coup, il va être condamné, donc avoir un casier et plus pouvoir pratiquer sa profession. Donc après, j'imagine qu'il y a un balancier où on se dit est-ce qu'on a envie de témoigner ou pas. On a le cas d'une mère de famille qui va témoigner pour son adolescent, et l'adolescent ne va pas vouloir témoigner tout simplement parce que, déjà, ça le montre, ça l'affiche, et ça le marque jusqu'à... on va dire, toute sa vie. Il peut avoir le choix de changer d'avis politique, par exemple, etc. Et c'est vrai qu'après, les autres qu'on va voir, comme Odile, Frédéric, sont des gens, on va dire, plus âgés, qui ont des convictions
politique aussi beaucoup plus marquée. Et on a le témoignage de Brice, qui est journaliste, qui a, on va dire, l'habitude, et puis même qui avait eu son profil, qui avait été diffusé un peu dans tous les journaux. Et donc, pour eux, ce n'était pas un souci. Vous l'évoquiez justement, le cas de Frédéric Vuillaume, qui est un des personnages clés de votre documentaire. C'est un militant syndicaliste qui est victime d'un véritable acharnement judiciaire. Aujourd'hui, sur Blast, en exclusivité, on vous diffuse un court extrait de son histoire. Le 17 novembre, j'étais sur le rond-point de Beurre, juste à l'entrée de Besançon, du matin tôt jusqu'au soir tard. Moi, je suis quelqu'un qui manifeste parce que j'ai des convictions. J'ai toujours manifesté dans tous les mouvements sociaux. Besac, debout! Soulève-toi! Besac, debout! Oui, on m'entend. Clairement, on m'entend. Ça, c'est sûr. Je passe pas inaperçu, comme on m'a dit. Suite à des manifestations au centre-ville de Besançon, j'ai eu la police à 8h30 du matin qui est venue chez moi et qu'on sonnait à la porte et qui a porté une convocation pour le commissariat. On m'a signifié que j'étais en garde à vue. Du coup, c'est la première garde à vue de ma vie, j'avais pas trop compris. Ils m'ont montré plein de posts Facebook que j'avais fait, appelant à manifester. Ils m'ont dit est-ce que c'est vous qui avez écrit ça? J'ai dit oui, c'est moi. Voilà. Et après, j'ai dit pourquoi j'étais dans le mouvement des Gilets jaunes. Je suis connu comme quelqu'un de tranquille, quoi. Militant, mais quelqu'un de tranquille. Du coup, je suis ressorti sans rien et je me suis dit pourquoi j'ai été mis en garde à vue, quoi. Garde à vue, perquisition du domicile, la police tente de prouver que Frédéric Vuillaume est l'organisateur des manifestations de Gilets jaunes à Besançon. C'est la 3e garde à vue pour le syndicaliste Force ouvrière depuis le 27 décembre. Notre secrétaire général a toujours été un militant pacifique, ayant des convictions et des revendications fortes. Et nous ne comprenons pas pourquoi il est encore en garde à vue aujourd'hui. Ils ont fouillé dans les chambres, dans les tiroirs, puis devant tout le monde. J'en ai marre, non, mais c'est vrai que j'en ai marre. Je me dis, mais je fais que manifester, je fais rien de... Voilà, je fais que manifester. Et avant, j'ai fait plein de manifestations, j'ai jamais eu ça. Je me dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas un terroriste. Je dis, je fais que manifester. Je me dis, mais... c'est quoi? C'est quoi? Je suis pas un délinquant. Je continuerai, même si le préfet m'envoie une lettre alors que la loi Casseur n'est pas passée, je continuerai et on sera toujours partout, tout le temps. Anne-Sophie Saint-Père, est-ce que c'est un cas d'école, le cas de Frédéric Vuillaume? Alors pour nous, Frédéric Vuillaume, on est à un niveau d'acharnement judiciaire contre cette personne. Les autorités, clairement, doivent le considérer comme un organisateur de manifestations. Mais c'est quelqu'un, il a pratiquement 50 ans maintenant, il a été syndicaliste toute sa vie, il a organisé de très nombreuses manifestations, il a participé, organisé au sein de son syndicat, il n'avait jamais eu de problème. Et depuis qu'il a rejoint le mouvement des Gilets jaunes, il a enchaîné les gardes à vue, les poursuites, les amendes, et il a été poursuivi sous divers motifs. Il est considéré comme un organisateur. Il a notamment subi une perquisition et ça, c'est extrêmement intrusif. Voilà, tout à fait. De la police qui débarque à 6h du matin chez soi, c'est très intrusif parce qu'il était accusé d'organiser des manifestations en raison de partage de posts sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Mais il a aussi été accusé d'outrage parce qu'il a scandé le slogan « Castaner assassin ». Il a dû aller jusqu'en cour de cassation pour annuler sa condamnation. Il a été accusé de participation à un attroupement. Donc récemment, une manifestation, il a été arrêté alors qu'il était en train de partir. Il ne participait pas du tout à un attroupement. Donc en fait, il est régulièrement arrêté. C'est clairement une personne, quand il va manifester, il ne sait pas forcément s'il va rentrer chez lui le soir. Et là, il est, pour le coup, c'est pas un hasard, il est spécifiquement visé par les autorités. Et on le voit dans cet extrait, Frédéric Vuillaume, il semble particulièrement marqué par cette expérience. Quelles conséquences vous avez observées sur les personnes que vous avez rencontrées? À quel point elles sont marquées par toutes ces procédures, par toute cette violence qui est parfois physique, dans le cas notamment d'Odile Morin? En premier, il trouve ça injuste. Tout simplement, c'est toujours des profils qui ont joué le jeu des institutions, que ce soit Odile Morin, qui est représentante pour la défense des personnes handicapées, ou Frédéric Vuillaume, qui est syndicaliste Force ouvrière. Et on va dire, c'est la première chose qu'ils vont nous dire, c'est que c'est injuste par rapport à tout ce qu'ils ont subi, alors que justement, ils n'ont rien fait.
Et même s'ils trouvent, donc Frédéric Villaume, même s'ils trouvent la relaxe, même s'ils sont innocentés, même si c'est documenté dans la presse qu'ils ne sont pas coupables mais innocents, ils vont garder ce sentiment d'injustice. Et ensuite, ils vont, on va dire, avoir un manque de confiance envers les institutions, que ce soit la police, que ce soit la justice. Frédéric le dit très bien dans le documentaire, où justement, il va expliquer que quand il voit la police maintenant, il n'est pas serein, alors qu'il n'a strictement rien à se reprocher, qu'il n'a rien fait, et puis qu'il manifeste et qu'il exerce son droit de manifester. Et dans le cas de Frédéric Villaume et dans le cas de beaucoup d'autres personnes qui sont arrêtées de manière arbitraire, à la fin, ces personnes sont relaxées par la justice, elles ne sont pas condamnées. Donc on pourrait se dire, bon, bah, finalement, c'est pas si grave que ça, puisqu'elles n'ont pas de conséquences sur le long terme. Vous dénoncez aussi le fait que, tout simplement, le fait d'arrêter une personne est déjà une entrave à la liberté de manifester. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui, complètement. Alors juste pour commencer, certaines personnes sont quand même condamnées, mais effectivement, il y a beaucoup de relax, parce qu'ensuite, la machine judiciaire fait son travail et les dossiers sont vides, et donc les personnes repartent sans rien. Mais elles repartent sans rien après quoi ? Il y a une garde à vue. Une garde à vue, c'est extrêmement éprouvant, et ça fait partie des choses qu'on voulait montrer dans ce documentaire et à travers d'autres témoignages. Une garde à vue, c'est 24, 48 heures de privation de liberté. On ne sait pas quelle heure il est. On est dans une salle avec la lumière allumée tout le temps, y compris la nuit. Parfois, il n'y a pas de matelas pour dormir. Parfois, il y a un matelas qui est sale. On doit demander pour aller aux toilettes. Les commissariats sont dans des états souvent déplorables, donc on ne sait pas pourquoi on est là. Il y a aussi cette notion d'arbitraire, c'est-à-dire que je me rappelle d'une personne qui me disait voilà, je savais que j'avais rien fait, mais comme on m'avait déjà placé en garde à vue, je me disais que je pouvais toujours être prolongée, parce qu'en fait, même sans rien avoir fait, ça peut continuer. Et puis ensuite, il y a la perspective des poursuites. C'est pas du tout. Ça peut être extrêmement stressant de se retrouver devant un tribunal, de devoir se trouver un avocat. Tout le monde n'a pas d'avocat, de devoir se défendre de souvent quelque chose qui est un peu absurde puisqu'on n'a rien fait. Et puis éventuellement de devoir refaire appel. Ça dure longtemps. Donc tout ça, c'est un parcours qui est très éprouvant. Et évidemment que ça dissuade d'aller manifester. On l'évoquait précédemment, mais rien que le fait d'être en garde à vue. Enfin, on peut avoir un travail, on peut avoir des obligations familiales. Il y a la stigmatisation éventuelle, c'est-à-dire que j'avais rencontré une personne qui ça s'était su à son boulot qu'elle avait été en garde à vue, et là c'est marquant. Elle a beau expliquer qu'elle n'avait rien fait à part être allée manifester, elle sera éventuellement perçue comme une criminelle par les tiers. Donc même si ça se finit par une relaxe, il y a un parcours du combattant avant, qu'il soit d'une simple garde à vue de 24 heures, et encore une fois, simple garde à vue, il faut nuancer ce que c'est, à 2 ans de poursuite pour aller jusque devant la Cour de cassation, pour que la Cour de cassation rappelle qu'on ne doit pas être sanctionné pour un slogan. Dans tous ces cas-là, c'est un parcours c'est un parcours du combattant et qui peut clairement faire douter un peu quand on va retourner manifester. Alors vous le dites, quand on est arrêté de manière arbitraire, même si on est relaxé, ça laisse des marques, c'est vraiment pas anodin, mais il y a une partie de ces manifestants pacifiques qui sont arrêtés de manière arbitraire, qui sont aussi condamnés. C'est le cas d'Odile Morin, on l'évoquait un petit peu plus tôt. Alors c'est une femme qui est handicapée, qui est en fauteuil roulant, qui filme, qui est pacifique, on le voit très bien dans le documentaire, qui répète que vraiment elle est non violente, qu'elle appelle à la non-violence, et elle estime que les policiers ont essayé de saboter son fauteuil, que la police l'a poussé contre un camion, c'est ce qu'elle explique. Dans cette action-là, lors d'une manifestation, elle est blessée au pied, elle a 5 fractures au pied, et on la met en garde à vue, alors que vidéo à l'appui, on voit qu'encore une fois, elle cesse d'appeler à la non-violence, son militantisme est non-violent, et c'est elle qui est accusée d'avoir blessé des policiers alors qu'il n'y a pas de certificats médicaux à l'appui, avec une arme par destination qui serait son fauteuil roulant, et là, elle est condamnée. Elle est condamnée à 2 mois de prison avec sursis et à 1 an d'interdiction de manifester alors qu'elle est blessée. Comment est-ce que c'est possible, Anne-Sophie Saint-Père, juridiquement ? Alors là, on va avoir un enjeu de la parole de la police par rapport à la parole du citoyen. La parole de la police devant les tribunaux, de fait, va être davantage prise en compte par les magistrats, ce qui est structurellement presque normal, puisque les magistrats travaillent au quotidien avec des policiers. Quand ils voient passer d'autres affaires, ils se basent sur des procès-verbaux de policiers. Donc en fait, ils vont avoir tendance à croire la police bien davantage que les personnes qui sont en face, et ça crée un déséquilibre qui n'est pas normal, puisqu'on devrait être sur un pied d'égalité entre la supposée victime policière, puisque Odile était poursuivie pour violence, et Odile Morin qui se défend. Donc c'est certainement ce type de biais qui peut expliquer que les personnes soient condamnées.
Et puis il y a aussi, de la part du gouvernement, un appel quand même à la sévérité sur tout ce qui se produit en manifestation. Il y a des circulaires qui listent tous les délits à prendre en compte. Mais la justice est censée être indépendante. Ah, la justice est indépendante, mais les procureurs peuvent décider de poursuivre sur la base de dossiers assez vides. Donc on peut imaginer que le fait qu'il y ait des circulaires du ministère de la Justice qui rappellent qu'il faut passer par des processus de judiciarisation et utiliser par exemple le délit de groupement en vue de la préparation de violence, ça encourage à aller et à valider ce type de pratique. Mais alors si on essaie de comprendre la source du problème de ces condamnations abusives, est-ce que le problème c'est que les magistrats font trop confiance à la police ? Alors je pense que si je remonte à la source, c'est plutôt comment est rédigée la loi et comment on peut en arriver à poursuivre des personnes qui n'ont rien fait. La base du droit pénal, c'est qu'on est condamné pour un acte qu'on a commis. Et là, ce sont des personnes qui n'ont pas commis d'acte, mais dont on imagine qu'elles auraient l'intention, par la possession d'un objet, par l'endroit où elles se trouvaient, de commettre des violences. Ou, alors après, ça va être une interprétation extrêmement extensive du délit d'outrage. Donc en fait, si on reprend la source du problème, c'est la manière dont est rédigé le droit français qui permet ce type de pratique abusive, qui est largement encouragée par les stratégies de maintien de l'ordre défendues par les autorités. Et Arnaud Constant, ce que vous dénoncez dans ce documentaire avec Nicolas Thomas, c'est extrêmement grave. À la fin de ce documentaire, on a vraiment la sensation que la liberté de manifester est en danger. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans le tournage, tout simplement, de ce documentaire ? Alors c'est la première fois, on a l'habitude généralement alors notamment en France, d'aller filmer les commissariats, les palais de justice pour faire ce qu'on appelle les plans de coupe, tout simplement. Et généralement, on ne fait l'objet d'aucun contrôle lors de ces tournages de plans de coupe. Et là, c'est vrai qu'on se retrouve devant le commissariat avec Frédéric Villaume à Besançon ou avec Odile Morin au palais de justice de Toulouse. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on va faire l'objet de contrôles. Alors vous n'êtes même pas dans le cadre d'une manifestation. A priori, il n'y a aucune justification. Est-ce que vous soyez contrôlé ? Non, après, on se rend compte très clairement que lorsqu'ils nous contrôlent, ils connaissent directement Frédéric Villaume et Odile Morin. Alors certes, c'est des figures locales, mais c'est vrai que quand on se fait contrôler et qu'on connaît directement nos noms et prénoms, alors pas dans notre cas, mais pour le cas de Frédéric et le cas de Odile, c'est assez intimidant. Bien écoutez, merci beaucoup. C'est la fin de cet entretien. Merci d'avoir été sur le plateau de Blast aujourd'hui. Donc, je rappelle que le documentaire réalisé par Amnesty International est disponible, donc présumé coupable, en accès libre sur votre plateforme et sur YouTube. On vous met le lien dans la description de cette vidéo. Si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à la partager sur les différents réseaux sociaux, sur YouTube, Facebook, Twitter et Instagram. Ça nous aide vraiment beaucoup. Je rappelle que Blast ne vit que grâce à son audience. Donc, si vous le pouvez, abonnez-vous ou faites un don sur blast-info.fr. Moi, je vous dis à bientôt.